Nous sommes bons. Nous sommes bons, on y va? Bonjour à Allez, tous. Donc, Carole Miranda bonjour. de l'ANRT. Je laisse mes comparses se présenter avant de démarrer donc ce webinaire consacré au Fast Track to Innovation et après on va couper nos caméras. Bonjour, Brice Laguerrodi, et non pas Virginie Grousset comme c'est indiqué sur l'écran. Brice Laguerrodi, chargé de communication à la SRC, l'Association des structures de recherche au contrat. Bonjour, Pascal Formizin. Donc, je suis professeur aux mines à l'Institut Carnot-Mines à Mines-Saint-Étienne et PCN-PME en même temps que Carole. Voilà. Voilà, donc c'est parti. On vous fait donc un petit coucou. On coupe nos caméras pour pouvoir donc démarrer ce webinaire donc consacré au Fast Track to Innovation du programme Horizon 2020. Alors avant de démarrer, je voudrais donc vous présenter le réseau du point de contact national PME auquel j'appartiens. Il est coordonné donc par BPI France avec Christian Dubarry et Laurence Fagenbaum pour le réseau EEN. Bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui pilote l'ensemble des PCN, donc Dominique Larouille, le ministère de l'Économie et de l'Industrie, donc l'ANRT, Association nationale de la recherche et de la technologie, donc que je représente aujourd'hui. Donc l'association des structures de recherche sous contrat, donc en plus de Brice, donc c'est Jérôme Billet, donc le délégué général de cette association qui est donc PCN, l'Institut Carnot-Mines, donc avec Pascal Formizin, donc qui prendra le relais après ma présentation, l'Institut Mines Télécom et le pôle de compétitivité, donc Aerospace Valley, avec Fabienne Daveran. Alors, vous le voyez dans cette première slide, quelle est la philosophie du programme? Vous le voyez, nous avons inscrit Business Driven. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, êtes-vous capable de transformer une innovation en nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux procédés commerciaux en 3 ans? Si la réponse est oui, vous avez peut-être entre vos mains donc un Fast Track to Innovation. En effet, vous le voyez, cet instrument sélectionne des projets qui visent à produire très rapidement des résultats avec un impact notamment économique très puissant. Plus dans le détail, vous le voyez, ce sont des projets d'innovation collaboratifs très proches du marché. Ça veut dire que votre innovation est arrivée à minima pour pouvoir postuler à ce fast track au TRL 6. Alors le TRL 6, ça fait partie donc de cette fameuse échelle qui s'intitule le Technology Readiness Level, qui est une échelle qui a été inventée en 1969 par la NASA pour pouvoir mesurer la maturité d'une technologie. Plus on est bas dans l'échelle, plus on est au stade du laboratoire. Plus on est haut dans l'échelle, plus on est au stade du marché. Et le TRL6 correspond très précisément au stade de développement qui correspond pour votre innovation aux phases de démonstration de la technologie. Autrement dit, vous avez d'ores et déjà entre les mains un prototype industriel. La participation des industriels est obligatoire au sein du Fast Track to Innovation. Vous avez bien sûr, et c'est fortement encouragé, le choix d'avoir une approche multisectorielle, multidisciplinaire. Je rappelle que ce Fast Track fait partie d'une opération pilote. Donc la première opération pilote s'est déroulée en 2015 et en 2016. Pascal vous présentera ce qui est ressorti de cette première opération pilote. L'année 2017 pardonnez-moi, a été consacrée à l'évaluation de ce dispositif. Et aujourd'hui, une seconde opération pilote voit le jour pour les 3 années qui arrivent, 2018-2020, avec, vous le voyez, 300 millions d'euros de budget pour les 3 années, soit 100 millions d'euros par an. Et tout ceci renaît au sein du nouveau Conseil européen de l'innovation. Alors sur cette slide, on a voulu repositionner les différents instruments du programme Horizon 2020 pour que vous ayez des points de repère par rapport à ce que vous connaissez au sein donc de ce programme 4. Donc je démarre au TRL 3 avec les fameux projets collaboratifs, avec un curseur très largement positionné vers les étapes de recherche. Le TRL3, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle communément la preuve de concept, c'est-à-dire la validation de composants
ou bien sûr de maquettes ou tout autre système, mais en laboratoire. Je monte un petit peu plus haut sur l'échelle pour arriver au TRL5, donc toujours des projets collaboratifs, c'est-à-dire entre plusieurs partenaires, industriels, entreprises, laboratoires, mais cette fois-ci le curseur, il est clairement mis vers la dimension innovation. Donc là, on est vraiment dans la validation de composants, non plus au stade de laboratoire, mais en environnement représentatif. Je monte encore un petit peu plus haut dans l'échelle pour arriver à ce que certains d'entre vous connaissent très bien, l'instrument PME phase 1 et 2, où on est clairement au TRL6, c'est-à-dire on est clairement dans la démonstration de votre prototype. Le Fast Track to Innovation démarre également au TRL6. Je l'ai mis un tout petit peu plus haut parce que pour pouvoir commercialiser dans les 3 ans un produit, un process ou un procédé, il faut quand même que vous ayez fait cette démonstration du prototype et il faut que vous ayez un TRL6 bien abouti, voire, selon moi, un TRL quasiment 7. Voilà, je poursuis. Le Fast Track to Innovation, je tiens à rappeler que c'est ce qu'on appelle un instrument de scale-up. Autrement dit, en français, désormais, on voit le terme de ce qu'on appelle la scalabilité ou, en français dans le texte, le changement d'échelle. En fait, ce Fast Track to Innovation s'inspire d'un programme allemand qui a été mis en place pour aider à la relance de l'industrie, des marchés et de l'emploi. L'objectif politique très clairement affiché au sein de ce FTI est d'accroître la participation des entreprises industrielles dans ces programmes d'innovation à l'échelle européenne et surtout de stimuler l'investissement privé. Donc, c'est important que vous ayez cela en tête lorsque vous postulez au Fast Track. Les taux de financement, clairement, le Fast Track to Innovation se situe dans ce que l'on appelle les actions d'innovation ou autrement dit les projets collaboratifs avec un curseur innovation. La commission, bien sûr, va investir avec l'ensemble des participants et vous serez donc remboursés, vos coûts seront remboursés. Donc, pour les coûts directs auto-éligibles, maximum 70% de vos coûts, bien sûr, éligibles. Et quant aux coûts indirects, c'est-à-dire, autrement dit, les frais généraux, pour parler simplement en langage entrepreneurial, vous aurez le droit à un forfait qui sera donc de 25% des coûts directs hors frais de sous-traitance. Quelles sont les règles du jeu de ce Fast Track to Innovation? Tout d'abord, ce n'est pas un instrument uniquement destiné aux PME. Je le rappelle, toutes les entreprises peuvent participer, que ce soit des grands groupes, des startups, des ETI et bien sûr des PME. Il vise donc des projets d'innovation avec des résultats commerciaux ambitieux et la Commission européenne est là pour vous donner, si je puis dire, le dernier coup de pouce pour vous permettre d'avoir ce résultat d'innovation véritablement au pas de course. Il y aura donc une très forte participation industrielle et les activités qui vous seront financées dans ce Fast Track to Innovation seront des activités très clairement orientées vers la validation, vers les tests, encore une fois, dans une échelle, j'allais dire réelle, donc en conditions réelles, des lignes pilotes, tout ce qui a trait bien sûr à la stratégie commerciale, à la validation de business model et de business plan, bien sûr, dans le cadre donc de cette échelle européenne. Nous sommes sur des projets courts, 12 mois à 24 mois, vous le voyez avec une subvention maximale de 3 millions d'euros et grosso modo, ce qu'on a pu constater, mais Pascal en dira plus que moi tout à l'heure, on est sur des projets en termes de subvention entre 1 et 2 millions d'euros. Vous le voyez, l'Europe a aussi fait le choix d'avoir ce qu'on appelle un time to grant à 6 mois. Un time to grant en français, c'est-à-dire le délai de contractualisation entre le moment où vous déposez votre projet et le moment où vous signez la convention de subvention avec l'Europe, il va s'écouler donc 6 mois. Je poursuis, les entreprises sont clairement aux commandes de ces projets d'innovation. On est donc sur des consortia manœuvrable, plutôt petit, vous le voyez, de 3 à 5 partenaires issus de 3 États membres ou États associés.
Les industriels représentent donc un minimum de 60% du budget, ou alors ils doivent être majoritaires dans le consortium. Donc vous le voyez, au moins 2 industriels dans des projets de 3 à 4 partenaires, ou au moins 3 industriels dans un consortium de 5 partenaires. Je vous le disais, l'objectif politique, c'était de faire venir des entreprises. Ça veut donc dire que les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui vont postuler et s'inscrire sur le portail du participant pour la première fois, seront très clairement les bienvenus. Les académiques peuvent évidemment participer. Et je ne peux que vous encourager à faire appel évidemment à leurs compétences, si bien sûr cela fait sens dans le cadre de votre projet. Il est clair, et vous le savez mieux que moi, que quand on fait du scale-up, quand on fait du changement d'échelle, il est parfois effectivement nécessaire de pouvoir revalider, revérifier son approche scientifique et technologique. Vous l'avez compris, la commercialisation se déroule au pas de course, donc toutes les organisations qui vont pouvoir jouer un rôle et qui vont pouvoir apporter une très forte compétence dans ce domaine sont évidemment les bienvenues. Et puis les startups, on en a déjà parlé, elles sont évidemment encouragées à participer à ce programme. Venons-en aux critères de sélection. Vous le voyez, avec un seuil de sélection fixé à 4 sur 5 et un poids de 50%, la bataille va clairement se jouer sur le critère de l'impact. Ça veut dire que ce critère va peser plus lourd dans l'évaluation que les autres critères. Lorsque vous allez rédiger votre proposition de projet, vous allez devoir repérer très clairement les marchés porteurs de votre innovation. Et cette pertinence marché, associée à un déploiement rapide de la stratégie commerciale, vont être décisifs pour pouvoir convaincre les évaluateurs. Alors bien sûr, il faudra que vous veilliez à bien valider par des études de marché toutes les hypothèses présentées. Les débouchés que vous allez proposer doivent être réels, crédibles et bien sûr, vous devez avoir les chiffres à l'appui. Que vous soyez en B2B ou en B2C, vous devez absolument prouver que les futurs clients sont prêts à acheter votre solution. Vous le voyez, on a souligné échelle européenne. Ça veut dire que la valeur européenne de votre projet est très importante. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'on est dans un contexte d'économie mondialisée et que le terrain de jeu, ce n'est pas la France, c'est l'Europe. Donc, il faut vraiment que vous marquiez considérablement cette approche européenne dans votre projet. Si vous avez d'ores et déjà des leads commerciaux à l'international, si vous avez d'ores et déjà des bêta clients, si même vous avez déjà des investisseurs qui soutiennent votre innovation, vous partez très clairement avec des points d'avance parce que cela prouve que votre innovation est aboutie et surtout vendable. Bien sûr, la propriété intellectuelle, vous le voyez, dans la mesure où il faut exploiter rapidement les résultats, il faut évidemment qu'au sein du consortium que vous allez pouvoir monter, vous ayez une totale liberté d'exploitation dans les différents résultats. Le critère de l'excellence, vous le voyez, le seuil 4 sur 5 et vous avez donc un poids de 25%. On a souligné solidité de l'approche scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de postuler à ce Fast Track to Innovation, votre solution doit être testée dans un environnement réel. Cela va donc prouver aux évaluateurs que votre innovation mérite très clairement de passer du stade de prototype TRL6 au stade finalement d'industrialisation de votre projet. On retrouve évidemment cette forte valeur ajoutée européenne, on retrouve bien sûr la crédibilité des objectifs, les chiffres, on retrouve aussi cette idée d'état de l'art international, c'est-à-dire que vous devez prouver que votre innovation va au-delà de cet état de l'art et qu'évidemment votre innovation est meilleure que les autres. J'insiste aussi sur un dernier point, la bonne maîtrise des aspects réglementaires. C'est très important si bien sûr votre projet est concerné, notamment si tout ce qui a trait aux aspects réglementaires ou de certification vont influer la stratégie commerciale. Tout ceci va être bien sûr jaugé par les différents évaluateurs. Dernier critère de sélection, le critère de la mise en œuvre. Un seuil fixé à 3 sur 5 et un poids de 25%.
Là, il y a un point très très important qui est la complémentarité des partenaires. C'est-à-dire que vous devez démontrer plusieurs choses. D'abord, l'aptitude du consortium à pouvoir maîtriser le cycle complet de l'innovation. Ça veut dire que vous avez su réunir l'ensemble des compétences, des savoirs et surtout de positionnement sur la chaîne de valeur. Je ne l'ai pas assez dit là jusqu'au démarrage depuis que je présente ce Fast Track to Innovation, mais le Fast Track to Innovation, c'est quand même un outil qui va permettre de construire les fameuses chaînes de valeur à l'échelle européenne. Donc, c'est vraiment important de montrer que vous avez l'ensemble des acteurs sur cette chaîne de valeur. Et donc, cette complémentarité des acteurs, vous allez finalement privilégier des associations équilibrées où chacun, bien sûr, va apporter une pièce maîtresse au projet. Je suis toujours surprise lorsqu'avec Pascal Formizin, nous faisons des relectures de projets, de voir que dans beaucoup de propositions, il manque clairement un plan détaillé de management des risques. C'est vraiment important que vous inscriviez cela dans votre projet. La procédure d'évaluation, une fois que j'ai décrit brièvement l'ensemble des 3 critères, vous le savez désormais, toutes les évaluations se déroulent à distance, elles sont effectuées par 4 experts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus, ça veut dire qu'il n'y a pas de réunion de consensus. Le seuil d'admissibilité est fixé à 13 sur 15. Évidemment, il y aura une moyenne des notes qui seront donc données par chacun des experts. Vous l'avez compris, l'impact pèse plus lourd, donc évidemment la note moyenne sera pondérée de ce critère de l'impact. Les projets seront ensuite classés et seuls les meilleurs, c'est-à-dire les excellents, seront financés. En termes de résultats, la Commission souhaite aller très vite, 3 mois après la date de cut-off, donc on peut quand même saluer l'ensemble du travail fait par la Commission européenne sur ce projet. Et puis, comme je vous le disais, un time to grant extrêmement rapide pour permettre justement à votre nouveau produit, votre nouveau service ou votre nouveau procédé de pouvoir pénétrer très 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 rapidement sur le marché. Vous le voyez, calendrier des appels. Il est ouvert depuis le 7 novembre 2017 avec 3 dates de cut-off par an. Vous le voyez pour 2018, 21 février, 31 mai, 23 octobre et pour le 2019, on vous a également mis les dates. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie. Je vais céder donc la parole à Pascal et je suis très heureuse de vous annoncer que vous êtes plus de 80 personnes connectées. Donc, ça veut dire que ce Fast Track était très attendu. Pascal, je te cède la parole. Merci Carole. J'espère que tout le monde m'entend maintenant. Oui. Oui, très bien. Je fais le transfert d'écran également. Il faut simplement afficher votre écran. Normalement, vous avez la main dessus. Oui, voilà. Parfait. C'est bon. C'est tout bon. D'accord, parfait. Donc, je voudrais continuer. Attendez, je voudrais juste faire une petite... Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est impeccable? Impeccable. OK. Donc, de façon à continuer sur ce Fast Track to Innovation, je voudrais simplement vous présenter des résultats complets sur l'année 2015-2016. Comme Carole l'a précisé, c'était un Fast Track to Innovation Pilot, c'est-à-dire qu'ils ont testé cette formule pendant 2 ans sur 6 cut-offs, en fait. Et ensuite, il y a eu une année d'évaluation en 2017 et il y a de nouveau ce Fast Track to Innovation qui n'est plus pilot de 2018 à 2020. Le tableau que je vous propose résulte de nombreuses recherches croisées parce que nous n'avons pas les résultats complets partout. Donc, ça nécessite une investigation assez intéressante et importante sur le nombre de propositions soumises, sur les propositions qui sont supérieures à 12 sur 15. Je vous rappelle que 2015-2016, c'était le seuil d'admissibilité des propositions à 12 sur 15 avec les différents critères qui ont été énoncés auparavant. Vous avez en totalité en 2015, vous aviez de 250 à 400 projets soumis, ça fait un total de 900 propositions, 182 dépassaient ce seuil, c'est-à-dire 20%, ce qui est tout à fait correct. Et quand on se réfère aux chiffres de l'instrument PME, on voit qu'on est légèrement au-dessus. En revanche, le nombre de propositions financées est de 25% par rapport au nombre de propositions admissibles. C'est donc un seuil supérieur. Le nombre de participants est intéressant. Comme l'a précisé Carole, vous avez toutes sortes de participants
que ce soit des PME, des grands groupes, des ETI, des académiques, des organisations non gouvernementales, des associations, des institutions. Vous voyez que 3 755 participants et le nombre de bénéficiaires, puisque c'est comme ça que c'est compté, c'est 204. Alors au total, 900 projets déposés pour un budget demandé à la Commission européenne de 1,7 milliard quasiment, avec 3 755 participants. Seuls 46 projets ont été financés pour un total de 98,7 millions d'euros, c'est-à-dire c'est quasiment les 100 millions d'euros par an qui étaient décrits auparavant. Plus de 200 bénéficiaires, et sur ces 200 bénéficiaires, je vous montrerai en fin de statistiques un petit tableau qui résume bien la qualité des participants, qualité au sens S-qualité, 85 PME partenaires sur lesquels 27 sont coordinatrices, je dis bien coordinatrices, au nombre des bénéficiaires. Sur les consortia qui ont été formés, rares sont les consortia de 3 participants, la plupart sont de 4 et surtout de 5 participants, puisque c'est plus facile de trouver 3 pays sur 5 participants que sur 3. Donc, en ce qui concerne ces consortia, on peut estimer qu'aujourd'hui, par rapport au nombre de projets, vous divisez globalement par 4 et vous aurez le nombre de coordinations potentielles. Si l'on passe au slide suivant, quelle est la participation française? Là, c'est un petit peu plus difficile pour nous, c'est-à-dire que le nombre de participations françaises déposées, je dis bien de participation, ça veut dire tous les participants du nombre de projets, c'est 246. Dessus, 17 ont été financés. C'est-à-dire que nous avons un taux de participation de 6,6%. Ça, ce sont les chiffres réels et non pas ceux que l'on peut entendre de ci, de là, qui ne sont pas tout à fait vérifiés. Et le taux de succès sur les bénéficiaires sur cette année 2015 était plutôt bon, puisqu'on était à un peu plus de 8%. Donc ça veut dire que par rapport à une participation française déposée, il y avait 8% de possibilités de financement. À noter que dans les 17 bénéficiaires français, il y avait 2 coordinateurs. C'est les 2 projets qui ont été remportés en coordination par Thales d'une part et par PSA d'autre part, projet qui s'appelait l'ICOM. Donc la participation française, elle est moindre. On se situe en 2015 au 6e rang des pays et on retrouve en tête l'Espagne et l'Italie, l'Allemagne étant plutôt mieux placée. Si l'on poursuit sur le programme en 2016, vous voyez que par rapport à 2015, le nombre de propositions a un petit peu augmenté, mais pas de façon flagrante. C'est-à-dire qu'on est à un peu moins de 20 points. Le nombre de propositions qui est supérieur au seuil, lui, est à peu près stable également, à 300 propositions sur 1100, c'est-à-dire qu'on est au-dessus du quart. En revanche, vous noterez avec peut-être amertume que le nombre de propositions financées a été sérieusement diminué par rapport à ce qu'il était là en 2015, avec un résultat de 16,3% sur le nombre de propositions admissibles. En revanche, vous noterez l'explosion du nombre de participants, 4 768 sur une année, à comparer aux 3 700 avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé et mécaniquement, arithmétiquement, j'allais dire, le taux de succès s'effondre un petit peu. Le nombre de bénéficiaires, lui, a très peu augmenté puisqu'il passe de 204 à 222. Vous voyez donc qu'il y a une explosion du nombre de participants, il y a un petit peu plus de propositions soumises. Ça veut dire que les consortia sont beaucoup plus proches de 5 participants que de 4 et 80% des propositions font appel à 5 participants, pardonnez-moi. Le total du financement demandé, c'est quasiment 2 milliards d'euros. Avant, on était à 1,7 milliard. Donc, on constate là aussi que la contribution demandée à la Commission européenne ne s'est pas accrue de façon très importante sur les presque 4 800 participants. 48 projets ont été financés pour un total de 102 millions d'euros. On respecte toujours à quelque chose près les 100 millions d'euros. Et il y a plus de 200 bénéficiaires, dont 50% de PME. J'insiste lourdement sur ces 50% de PME parce que vous allez voir que sur l'ensemble de la distribution des participants, on peut en douter, mais pourtant, les PME sont très, très présentes dans cela. Une chose, avant de passer aux qualités de ces participants, c'est que sur le nombre de projets, la demande moyenne est de 1,92 million d'euros. La participation moyenne de l'Europe se situe à 1,75 million d'euros. Ça, c'est pour quelques statistiques concernant les participants. Certains se reconnaîtront, notamment du côté de la région de Grenoble.
Si je passe maintenant à la participation française en 2016, les participations françaises déposées sont au nombre de 310. On conserve le même taux de dépôt. Ce qui serait bien, c'est de l'augmenter un peu parce que mécaniquement, on en aurait un peu plus. En revanche, le nombre de la participation française financée, elle, baisse un peu à 6,3%. Vous voyez qu'on est au-dessus des 5% tacitement retenus. Et donc, sur les 14 participations plus les 17 préalablement, on en est à 31, ce qui n'est pas énorme quand même. Maintenant, et pour finir, parce que je crois qu'il faudrait répondre aux questions maintenant, pour finir, si l'on regarde les autres enseignements, si l'on voit les types de participants, alors ça peut paraître surprenant, mais sur les privés, vous voyez que la participation des PME est supérieure à 57%. Ça veut donc dire que cette participation est réelle et que les PME ont bien saisi l'impact d'un tel programme sur la capacité qu'ils ont de se développer. Si vous voyez que sur les 3673, 313 sont sélectionnés pour financement, et ça veut dire qu'elles occupent 60% quasiment du pourcentage des structures financées. Si l'on prend l'éducation supérieure, 1019, c'est-à-dire globalement, total des SME 17, vous voyez que là, le pourcentage de PME est assez faible dans ce cadre-là. En revanche, sur les organisations de recherche, ce pourcentage augmente très réellement. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'ensemble des structures, c'est-à-dire près de 8700, vous voyez que le total des PME s'élève à 45%, ce qui est plutôt un bon résultat. Et l'ensemble des sélections, des participations pour financement, la part des PME dans ces financements occupe 40%. Ça veut surtout dire, dans ce cadre-là, que les PME, contrairement à ce qui est assez souvent dit, ont un rôle tout à fait important qui se situe à peu près à la moitié. Autre enseignement qui n'est pas exprimé ici, il faut savoir qu'en 2016, sur les 2 derniers calls, c'est-à-dire sur le call du 1er juin 2016 et sur celui du 25 octobre 2016, le taux de resoumission atteint 52%. En clair, c'est avec ces resoumissions que les gens l'emportent, puisque avec un taux de resoumission de 50%, le taux de succès est sur l'ensemble des participations financées, le taux est à 60% de resoumission. Ça veut donc dire que là-dessus, on est plutôt plus efficace que moi. Je continue sur les liens utiles. Alors, vous avez des témoignages. Nous avions fait une journée nationale organisée par le CPCN-PME l'année dernière, enfin plus que l'année dernière, le 17 juin 2016, journée au cours de laquelle vous aviez des témoignages de Phénocell et de l'entreprise Thales qui avait décroché donc en avril 2015 le premier projet français coordonné avec le deuxième PSA. Donc ces 2 témoignages sont en ligne. Si ça vous intéresse, allez les voir. Et ensuite, la liste des lauréats au FTI, vous avez une liste publiée sur le site de l'Europe qui vous fait référence de l'ensemble des bénéficiaires des lauréats de FTI. Je me permets de vous rappeler que vous avez toujours le portail du participant qui est très, très astucieusement fait et qui est quand même notre Bible. Vous pouvez candidater. Vous avez l'agence EASM à Bruxelles qui s'appelle en fait l'Executive Agency, donc c'est vraiment une agence exécutive. Je me permets de vous signaler l'existence d'un PCN-PME en France. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, on aura toujours l'occasion de vous répondre. Et comprendre les financements de H2020, ça peut être assez utile. Voilà, j'en ai terminé avec ce diaporama. On peut peut-être maintenant remettre le webinaire. Ce que je vous propose peut-être maintenant, je ne sais pas comment on va procéder. J'ai vu quelques questions passer. On peut commencer tout de suite. Peut-être, si Carole, tu es en ligne, commencer par le support. Oui. Le problème, c'est que je ne vois pas les questions, moi. Alors, je vais lire les questions, si vous moi, je êtes les vois pas. entendu. Si je peux me permettre, j'avais une question qui demandait est-ce que les supports seront diffusés? La réponse est oui, à partir du moment où vous êtes inscrit sur ce webinaire. Vous aurez la diffusion de cette présentation. Allez-y, Brice. Alors, première question, qu'entendez-vous par révolutionnaire? Est-ce qu'une innovation d'usage pourrait être éligible, c'est-à-dire un cœur technologique développé dans un autre secteur, mais nécessitant des adaptations pour un nouveau secteur?
Est-ce que cela pourrait convenir? La réponse est clairement oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut dans le fast track, c'est qu'il faut soit créer un nouveau marché, soit disrupter, pour parler en mauvais français, pardonnez-moi, un marché existant. Donc la réponse est clairement oui, que ce soit une innovation d'usage, une innovation technologique, ce que vous voulez. Par contre, effectivement, il faut qu'elle ait un très très fort impact. Oui, moi je compléterai la réponse de Carole en disant qu'aujourd'hui, au vu de l'évolution de l'instrument PME et du Fast Track to Innovation, l'innovation radicale, c'est-à-dire création d'un nouveau marché, par exemple, une innovation disruptive qui vous permet d'alléger votre empreinte carbonée, enfin d'avoir des facteurs de diminution d'énergie ou d'augmentation d'un service, sont quand même les plus recherchés. Une évolution incrémentale, oui, mais elle doit aussi déboucher sur quelque chose qui apporte réellement une disruption, donc qui apporte quelque chose en rupture avec l'existant. Et vous savez comme moi qu'un process industriel, tant que vous n'avez pas 25 à 30% de marge bénéficiaire, c'est très difficile de le modifier. Alors, prochaine question. Quelle est la taille minimum du consortium pour participer? 3. C'était dans les slides. C'est dans les slides. Oui, 3 États membres ou 3 États associés. Voilà, alors, il y a deux règles, excusez-moi Brice, il y a deux règles qu'il ne faut pas oublier. Ces 3 structures de 3 États membres, Carole vient de le dire. Mais surtout, il ne faut pas oublier que 60% du budget doit être géré par les industriels. C'est une règle, j'ai monté plusieurs Fast Track to Innovation, c'est une règle qui est imparable. Il faut 60% du budget, ce qui, en termes de montage, nécessite d'avoir un budget consolidé de l'ensemble des structures pour savoir qui fait quoi par rapport à la gestion de ce budget. Entendu. Alors, prochaine question. Comment les éventuels bénéfices faits durant le projet sont-ils intégrés ou pas dans le calcul de l'aide européenne? Mais il n'y a pas d'intégration d'un bénéfice fait. Enfin, je pense que la question, je modifierai la question, je la reformulerai en disant, vous avez un projet qui a un coût, sur ce coût, il faut tout chiffrer, de l'équipement en passant par le personnel, la propriété industrielle, notamment les frais d'études de brevet ou d'extension PCT d'un brevet, jusqu'à les frais de mission, les frais de voyage, etc. Vous avez un coût de projet, sur ce coût, vous avez 70% de financement en termes de subventions, plus les 25% d'overheads qui s'appliquent à toutes les qualités, à tous les postes, excepté la sous-traitance, qui doit être parfaitement justifiée. Soit il n'y a pas les compétences en interne, soit il n'y a pas l'investissement nécessaire. Très bien, prochaine question. Est-ce que les études de marché sont finançables dans un projet FTI? Vas-y, Carole. C'est surtout que les études de marché, il faut les avoir faites plutôt avant. Oui. Voilà, donc il faut quand même arriver déjà, je l'ai dit dans ma présentation, hein, avec des études de marché étayées qui sont en train de prouver évidemment ce que vous annoncez. Alors, question suivante. En dehors du fait que FTI est collaboratif obligatoirement, quelles sont les différences marquées entre FTI et instrument PME pour une PME? Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que l'instrument PME, la PME va développer et faire croître son innovation, donc soit en créant un nouveau marché, soit en disruptant un marché existant. Là, dans le Fast Track to Innovation, on rentre clairement dans une chaîne de valeur. Donc, c'est un positionnement qui peut être aussi très, très, très intéressant pour une PME. Et d'ailleurs, les statistiques de Pascal le montrent, c'est-à-dire qu'elle trouve, en s'intégrant dans ces fameuses chaînes de valeur à l'échelle européenne, un impact extrêmement puissant pour pouvoir développer leur business. Donc les deux sont valables, hein, mais simplement, ce n'est pas tout à fait le même positionnement. Le FTI, il y a une notion forte, c'est la commercialisation qui doit intervenir vraiment 3 ans après. Alors que l'instrument PME, ce n'est pas forcément comme ça que ça s'envisagerait. Et puis le FTI, la deuxième notion forte, c'est une coopération entre plusieurs structures pour une commercialisation la plus large possible dans la dimension européenne, ce que Carole a très très bien expliqué.
Alors justement, il y a une question qui est en lien avec la commercialisation. Dans le cas d'un projet autour d'un développement d'un nouveau traitement thérapeutique, une commercialisation sous 3 ans ne semble pas envisageable car les essais cliniques et le dépôt d'une autorisation de mise sur le marché sont extrêmement longs et donc largement supérieurs à 3 ans, malgré un TRL 6. Comment peut-on présenter le dossier dans ce cas? Le dossier peut être présenté avec une première commercialisation, plus les essais cliniques qui sont pris en charge derrière par une grosse société pharmaceutique ou par une structure qui a les moyens de le faire en parallèle. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une notation négative si le projet inclut une partie de l'industrialisation en Asie? Non, il n'y a pas de notation négative. Vous savez, ce sont des projets comme l'instrument PME, c'est la dictée à la française. Vous partez de 20 sur 20, vous ne pouvez que descendre par rapport à votre présentation qui peut comporter beaucoup de lacunes. Ce n'est pas parce que vous êtes en Asie que vous aurez un système négatif. Au contraire, vous montrez que vous avez un marché potentiel en Asie. Et à partir du moment où on peut conquérir des marchés, c'est quand même le but de l'Europe, il faut y aller. Question suivante sous forme de question-commentaire. On parle de PME, mais je vois Thales et PSA. Pas très encourageant, non? Mais pourquoi c'est pas encourageant? Ce sont des grands groupes qui permettent à des PME de s'exprimer dans un réseau de sous-traitance. Vous avez de nombreuses structures, les GTI par exemple, qui en Europe sont des ensembles de sous-traitants. C'est-à-dire que vous avez un contexte et un écosystème dans lequel vous avez des sous-traitants par rapport à des grands groupes. Les grands groupes peuvent postuler. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient et les PME aussi. C'est un assemblage des deux. Moi, je vois pas ça comme peu encourageant. Au contraire, les grands groupes, on réussit plutôt moins bien que les PME par rapport au stade, bien sûr. Et j'encourage cet auditeur à aller lire et regarder le témoignage de Thales. Justement, en fait, Thales, entre guillemets, a utilisé le Fast Track to Innovation pour justement construire pour construire un réseau justement de PME avec lesquels il a pu avancer sur un certain nombre de technologies. Donc tout à fait comme Pascal, le monde est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il est, mais en tout cas si cet instrument permet à des grands groupes de travailler notamment avec des PME, je trouve que c'est plutôt encourageant que les grands groupes vous insèrent encore une fois dans leur chaîne de valeur à l'échelle européenne. Très bien. Question. Vous avez parlé de projets de 12 à 24 mois. Est-ce possible d'avoir un projet de 36 mois? Non. Non, je ne crois pas. Non, là, la réponse est non. Il faut être entre 12 et 24 mois, c'est-à-dire que ça veut probablement dire, je ne sais pas qui pose cette question, mais ça veut probablement dire deux choses. Soit le fast track n'est pas le bon instrument, et il faudra plutôt viser une autre forme de projet collaboratif, soit on n'est pas tout à fait au TRL 6, parce que quand même, pour passer du TRL 6 au TRL 9 en 24 mois, il faut quand même sacrément que toute la phase de prototype soit quand même déjà bien réelle. Donc là, il y a peut-être, je ne sais pas, après il faut regarder, je n'ai pas l'ensemble du projet, mais il y a peut-être le fait qu'il faille regarder éventuellement, je dis bien éventuellement, un autre instrument. Alors, est-ce qu'il y a une information concernant les notes données au projet déposé? Combien entre 10 et 13 sur 15? Combien au-dessus? Combien inférieur à 10 sur 20? Cela permettrait de contrebalancer un taux de réussite faible de 5%. Oui, enfin, le taux de réussite, pour l'instant, il est de 6, il n'est pas de 5. Simplement, on a des statistiques là-dessus. Et globalement, permettez-moi juste, je vais me prendre mon dossier de façon à pouvoir vous répondre très précisément. Sur le nombre, je vous donne un exemple. Sur les 903 en 2015, les propositions au-dessus de 12, c'était 182. C'est-à-dire que vous en avez globalement 2 neuvièmes. Donc, je vous laisse calculer. On est à 20%. Ce ratio est à 25% en 2016. Ça veut dire que 25% des notes sont au-dessus de 12, c'est plutôt très bien. Quand j'ai regardé les dossiers, il y avait quand même très peu de notes qui étaient inférieures à 11. Très, très peu. C'est qu'une partie de la réponse, mais c'est au moins déjà ça. Autre question, bonjour. Est-ce qu'un projet consistant à développer un premier de série destiné à être vendu est éligible à ce dispositif FTI? Oui, c'est éligible. Après, alors,
Si c'est destiné à être vendu, c'est une commercialisation. Alors oui, après, il faut bien vérifier au niveau de ce qu'on appelle les investissements productifs ou non productifs. C'est-à-dire que dans le cas d'un financement européen, il faudrait faire des séries de démonstrations et les appeler comme ça. Donc, si l'on peut faire ça, c'est pas mal. Après, je sais que par rapport, quand vous établissez votre proposition, et ça, c'est une règle d'or pour toutes les propositions aujourd'hui européennes. Quand vous établissez une proposition, il faut que vous compreniez bien que votre proposition aura valeur de contrat. Cette valeur de contrat fait que votre proposition va renvoyer à tout un tas d'articles. Je vous prends un exemple, c'est l'article 28 qui va signifier que sur les questions de propriété industrielle, c'est ça, ou l'article 40 sur certaines propositions. Tous ces termes de contrat seront à appliquer. Donc, par rapport à la question posée, il faut être très, très vigilant là-dessus, mais il n'y a pas de problème en ce qui concerne la production d'une première série qui sera une série de démonstrations, auquel cas vous n'êtes pas considéré comme un investissement productif. J'espère avoir été clair là-dessus. Parfait. Question suivante. Quels sont les secteurs d'activité les plus financés sur les éditions précédentes? Est-ce qu'il y a des statistiques sur les secteurs d'activité? Alors, ils en ont fait sur des grands secteurs, c'est assez variable. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, c'est typiquement du bottom-up. C'est-à-dire que les secteurs, ensuite, ils les répartissent par rapport aux notes et non pas l'inverse. Sur l'instrument PME, avant, jusqu'à la fin de l'année 2017, on a des secteurs sur lesquels il y a un budget qui est attribué et les propositions essaient de se ranger dans ces secteurs. Là, c'est l'inverse, et c'est ce qui va se faire maintenant sur l'instrument PME d'ailleurs. Là, c'est l'inverse. Vous avez des propositions totalement bottom-up qui répondent aux 3 piliers, qui peuvent se mettre sur n'importe quel sujet. Et ensuite, à partir de la sélection, on voit dans quel domaine elles apparaissent. C'est assez large et il y a quasiment tous les domaines. Je ne les ai pas en tête, mais il y a 12 domaines classés qui sont plutôt des références en termes qualitatifs. Oui, il n'y a pas de souci. Par contre, Brice, j'ai vu une question passer là, j'en vois de temps en temps. Quelles sont les activités éligibles dans FTI? Donc, on a répondu pendant la présentation, mais bon, je vais quand même y répondre. C'est clairement toutes les activités de démonstration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les phases de développement, d'intégration, de design, de validation et de test de produits, de prototypage, de validation à grande échelle et entre guillemets, de ligne pilote. Donc, vraiment, toutes les phases de démonstration de l'innovation. Je vous repasse la main. Merci. Alors, question suivante. Je précise la question. Ah oui, c'est en rebond. Si les bénéfices enregistrés durant le projet font que le financement dépasse 100% des coûts, cela est-il un problème? Le financement, il est up to. C'est-à-dire qu'un financement vous est donné par rapport à des vérifications de dépenses et à un niveau de dépenses. Si je vous prends un exemple très simple, vous demandez 1 million d'euros, vous allez être financé à 700 000 euros plus 25%, donc 87 500 euros. Et dessus, il faudra justifier les 87 500 euros. C'est tout. Donc, c'est à partir de vos justificatifs que vous serez payé. Mais ça ne peut pas excéder 100%. Ça, ce n'est pas possible. Entendu. Avez-vous des exemples permettant d'illustrer ce qui est considéré comme, je cite, fort impact? Quel est le niveau visé? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffres, mais si vous déposez une proposition de projet et que l'impact que vous visez, c'est la réduction des effets du changement climatique de 0,002%, bon ben voilà, on n'est pas dans la marge. Alors c'est toujours la même chose, tout dépend quel marché on vise. Si on est sur des très très grands marchés et que vous prenez 5% de ce marché, c'est très bien. Généralement, dans le fast track, on est quand même beaucoup plus dans ce qu'on appelle des marchés de niche. Et là, sur un marché de niche, il faut quand même que vous réussissiez à prendre 15, 20, 25% de ce marché-là. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, la question, elle est très généraliste et il faut voir le contexte pour pouvoir bien répondre. Alors, ouais. Mais tu as raison, Carole, il y a quatre notions clés qui vont apparaître en 2018 et qui vont être appliquées au FTI, ce qu'on appelle les focus areas. Les focus areas, c'est quoi? C'est
on va tenter d'adhérer aux accords de Paris en faisant ce qu'on appelle du low carbon energy. Et dessus, vous avez pratiquement 2 milliards d'euros. Vous avez une deuxième chose qui est le digitizing, c'est-à-dire qu'on va vers une digitalisation renforcée des services et des procédés. Ça, si vous pouvez le mettre, c'est pas mal aussi. La troisième chose, c'est l'économie circulaire. Ça veut dire quoi l'économie circulaire? Ça veut dire qu'on tente de recycler à maxima ce que l'on produit, soit via une autre industrie, soit via un système de collecte et de redistribution et de recyclage. Et quatrièmement, c'est la sécurité dans l'Union européenne. Ces 4 focus areas vous donnent une prime, si j'ose dire, par rapport à votre dossier. Et dans ce que vient de dire Carole, si vous avez un process qui réduit la consommation d'énergie, qui augmente le service aux citoyens, qui augmente une efficacité, alors à ce moment-là, vous êtes tout à fait éligible et vous êtes dans le bon système et dans le bon sens. Merci. Une autre question concernant les différences entre programmes. Vu la mise sur le marché pour les PME et la coopération, quelle est la différence entre FTI et l'Eurostar? Le FTI a vraiment la capacité à réunir 3 États membres, alors que l'Eurostar, c'est uniquement 2. Et sur l'Eurostar, vous pouvez avoir plusieurs participants autour, mais c'est les industriels qui vont porter le projet. Et en termes de participants, vous pouvez avoir des académiques, des organisations, ce que vous voulez. Eurostar est financé à 40% environ, alors que le FTI est financé à 70%. Les deux en termes de subventions. Et pour finir, le FTI, c'est une décision européenne avec une évaluation européenne. L'Eurostar, c'est une décision européenne avec financement. Excusez-moi, avant, j'ai dit évaluation avec financement européen. Alors que l'Eurostar, c'est une évaluation européenne avec financement national. Et en France, c'est 40%. C'est un peu moins qu'un FUI. Oui, en fait, il faut voir qu'il y a une différence entre ce que l'on appelle des programmes communautaires, donc typiquement ce que vient d'expliquer Pascal, le Fast Track to Innovation, et des programmes européens avec un acteur national qui, dans le cadre de l'Eurostar et BPI France, qui effectivement met en application ce type de programme. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a clairement dans le Fast Track une gestion communautaire et une évaluation communautaire et un financement communautaire, alors que dans des programmes dits européens avec pilotage dans chacun des pays, il y a effectivement un financement national. Merci. Alors, est-ce possible d'avoir un time to market depuis de 36 mois pour des raisons purement réglementaires? C'est toujours délicat de répondre à cette question. Moi, j'ai pas vu tous les Fast Track to Innovation. Moi, je n'ai pas vu de Fast Track to Innovation où on allait au-delà des 36 mois. Maintenant, comme je le disais, la bonne maîtrise des aspects réglementaires et de certification, notamment si ça influe la stratégie commerciale, seront jaugés. Donc, c'est toujours la même chose. Il faut expliquer pourquoi et il faut que vous montriez, que vous respectiez, que vous maîtrisez très clairement ces aspects réglementaires. Soyons très terre à terre. Si dans un catalogue, vous mettez votre produit, par exemple, ou votre service dans un catalogue et que vous avez que pas de retard, il y a une certification européenne, je pense que ça peut passer. Mais à la condition, une fois, comme vient de le dire Carole, de parfaitement… Vous savez, tout est possible, il faut parfaitement justifier son action. Tout projet de très cohérent est très justifié. À titre personnel, excusez-moi Brice, à titre personnel, j'ai vu un projet où ils ont eu 3 à 4 mois de délai, mais ils l'ont mis dans leur catalogue de vente, en fait, 3 à 4 mois après. Le project officer s'en est un peu offusqué. Point. Alors ensuite, deux questions. Cédric Bremont, pouvez-vous préciser la notion… attendez, non, pardon. Des cabinets de conseil peuvent-ils être partenaires de ces projets? Clairement, non. Parce que vous avez à voir… j'ai vu qu'il y avait quelques cabinets conseils qui étaient sur ce webinaire. Clairement, non, pour une raison toute simple, c'est qu'il va y avoir à un moment donné un problème de conflit d'intérêts s'il y a des success fees derrière. En revanche, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'un cabinet conseil gère ce type de dossier pour le compte de quelqu'un, d'une PME ou d'un grand groupe ou de qui vous voulez. Ça, c'est tout à fait possible. Mais de là, il faut savoir qu'à partir d'un certain montant, vous avez 0,15% du budget dédié à un projet qui doit être consacré à un audit. Et l'Europe est en train de faire feu de tout bois
pour avoir un audit sur de très nombreux projets suite à des pratiques un peu douteuses de cabinets de conseil, qu'ils soient espagnols ou anglais en particulier. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut être très prudent avec ça. Alors, la deuxième question de ce participant, c'était: constatez-vous des secteurs industriels privilégiés? Transport, microélectronique, automobile? Microélectronique, oui, clairement. L'automobile, un petit peu moins, mais microélectronique, oui. Alors, une autre question sur la notion d'impact. Pouvez-vous préciser la notion d'impact, impact environnemental? Ok, mais pour le reste, s'agit-il seulement d'un impact financier / économique? Non, non, c'est vraiment toute forme d'impact. Impact environnemental, impact sur la santé, impact sur la digitalisation, impact financier, impact économique. C'est tout. Toute forme d'impact. Très bien. Une autre question: cela pose-t-il un problème d'avoir une filiale européenne dans le consortium dont la maison mère est aux USA? Ah non, dont une maison mère aux USA, oui, c'est ça. Oui. Là, je les réfère à la définition d'une PME pour l'Europe, 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quelle est la part de capital détenue par les USA? C'est toute la question. Donc là, c'est une étude juridique qui doit être faite et savoir si ça répond aux critères de la Commission européenne. Théoriquement, une boîte américaine ne peut pas postuler. Très bien. Alors, la commercialisation dans les 3 ans est-elle vérifiée après ce délai? Oui, oui. Très bien. Un des objectifs du Si vous voulez avoir un audit, vous évitez de commercialiser. Je vous assure que vous allez avoir l'audit et donc le remboursement de l'intégralité des sommes. Ça peut faire mal. Alors ensuite, question: un des objectifs du FTI est donc de franchir la vallée de la mort comme pour les KET. Comme pour les KET? C'est quoi les KET? Ah, les quêtes? Les quêtes, ah oui, pardon. Les Ouais. Key Emerging Technologies. Ah oui, d'accord. Oui, on peut le résumer comme ça. Y a-t-il une définition pour qualifier les partenaires industriels? C'est-à-dire, enfin, Alors, la définition, c'est PME ou pas PME, quoi. C'est à peu près tout. Mais pour qualifier, je vois pas le. Si on peut repréciser cette question, ce serait pas mal. Oui. Alors, quelle est la durée moyenne en temps homme consacrée à la construction d'un dossier? Avez-vous une telle estimation? Alors, forcément, tout dépend où vous en êtes. Moi, mon expérience, mais elle est totalement personnelle, bien sûr, sur le montage. C'est plutôt environ 6 mois pour pouvoir monter ce type de projet en partant vraiment de zéro, hein, c'est-à-dire rechercher les partenaires, construire les chaînes de valeur, établir les accords de consortium juridique, etc. Pour moi, c'est environ 6 mois. Pour moi, il faut environ 3 personnes pour pouvoir monter ce type de programme de manière à ce qu'il y ait évidemment une bonne cohésion entre les différents partenaires. Et personnellement, je préconise que durant ces 6 mois, on se rencontre environ, ou par conf call, mais en tout cas à peu près tous les mois, hein, pour savoir où on en est dans le montage. Mais je vais laisser Pascal faire part de son expérience. Moi, j'ai pas. Pardon, vas-y, Carole, je t'en prie. Non, je te disais, je te disais de faire part de ton expérience parce que voilà, combien faut-il, chaque projet est différent. Oui, mais justement, c'est très variable. Moi, je trouve que tu as très bien répondu, c'est très variable. Ça dépend du sujet, ça dépend du consortium que vous avez. J'ai travaillé avec une société qui se reconnaîtra sur AFTI dans une région de l'Est de la France. Le consortium était assez équilibré et bien ficelé, donc ça a été un peu plus vite, mais globalement, c'est énormément de boulot. Si vous partez d'un T0, c'est à minima 6 mois, et je trouve que 6 mois, c'est déjà très court. Après, ça peut aller de 150 pour des choses très simples jusqu'à 200, 300, 350 personnes, moi, exprimées en personne, n'exprimez plus en homme-moi, ça ne se fait pas. Voilà, mais ça dépend du projet, bien entendu. Mais vous le voyez par rapport au financement. Quand vous avez un financement de la commission qui est à hauteur de 1,7 ou 2 millions d'euros,
ben, vous pouvez déjà en déduire quasiment comme ça, à vue de nez, l'ampleur des tâches. Et puis derrière, et donc l'ampleur des ressources humaines, mais derrière, vous avez aussi des qualités et des qualifications qui sont peut-être requises et qui ne coûtent pas les mêmes prix. Donc là, c'est très variable et il faut se pencher sur le projet. Très bien, merci. Beaucoup de questions qui continuent encore à arriver. Est-ce que la première commercialisation dans le business plan doit obligatoirement intervenir en Europe? Non, non, parce qu'elle l'a bien dit tout à l'heure avec l'histoire du marché asiatique, là, l'autre question. Ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez à commercialiser. Donc, il est clair qu'on vise des commercialisations à minima européennes et puis bien sûr mondiales. Ce qu'on veut pas, ce que l'Europe ne veut pas, c'est que vous déposiez un projet où vous nous expliquiez que vous allez conquérir la France. Ça, effectivement, vous avez peu de chances d'aboutir. Mais si le premier marché, et pour reprendre l'autre question, est asiatique, eh ben, le premier marché, il sera asiatique. On veut de la croissance, de l'emploi et maintenir effectivement une industrie européenne très forte. Alors, il y a une question de quelqu'un qui se reconnaîtra, que je vois, par rapport au Brexit. Donc, je salue cette personne. Par rapport au Brexit, aujourd'hui, le Royaume-Uni fait partie intégrante de l'Europe jusqu'au 29 mars 2019. C'est la règle qui a été établie, c'est 28 États membres. Le Royaume-Uni, n'est pas encore parti, il négocie. Après, il n'y a pas plus de risque de les associer. En revanche, ce que l'on recommande, c'est qu'il n'y ait pas la coordination. C'est surtout ça qui est important. Pour le reste, ils continueront à participer parce qu'il y aura probablement et vraisemblablement des accords très spécifiques avec le Royaume-Uni qui financera elle-même sa propre participation. Et en termes de coordination, il vaudrait mieux que ce ne soit pas le cas. Pour le reste, ça ne pose aucun problème. Très bien. On avait une question juste au-dessus sur quels sont les critères d'évaluation concernant la santé financière de l'entreprise. Qu'en est-il des sociétés de moins de 2 ou 3 ans? Voilà, là-dessus, mon expérience, mais une fois de plus, c'est par rapport au projet que j'ai monté. Il y avait une entreprise qui avait 3 personnes, qui avait 3 ans, 10 personnes et 3 ans. Elle avait fait 2 business plans, mais elle avait surtout 2 comptes d'exploitation qui étaient tout à fait cohérents par rapport à sa taille et par rapport à son activité. Donc, ça n'empêche rien. À partir du moment où le projet est cohérent et où les gens qui participent effectuent des tâches très cohérentes avec leurs compétences pour un but précis, il n'y a aucune raison de mettre en doute la validité d'une telle structure. Très bien. Alors, Benjamin Sévigné demande, le budget disponible est global pour tous les domaines ou divisé en sous-domaines? On est évalué sur un domaine en particulier ou de manière globale? Non, vous êtes évalué globalement. Vous avez un projet qui est la somme de... Alors, domaine, j'imagine que c'est les lignes budgétaires, j'imagine que c'est ça. Parce que... Oui, c'est bottom-up. Oui, c'est du bottom-up. Donc, je veux dire, c'est global. Vous n'êtes pas évalué il n'y a pas de... je le redis, il n'y a pas de domaine précisé. C'est toutes les propositions, les meilleures propositions. Ensuite, elles sont classées par rapport au domaine qu'elles représentent. Mais ce n'est pas l'inverse, comme c'était le cas dans l'instrument PME. C'est vraiment du bottom-up pur et dur, comme l'avait précisé très bien dès le départ Carole. Alors très bien, 2 questions sur l'éligibilité. Est-ce que les activités de développement commercial, mise en place de plans de commercialisation ou de recherche d'investissement en vue de la mise sur le marché sont éligibles? Oui. Pourquoi ne le serait-elle pas? Et question également sur l'éligibilité. Oui, pardon. Oui, je veux juste te dire, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, comme dirait Pascal, tout est possible. Simplement, il faut toujours qu'on ait une cohérence globale. Il faut toujours que vous démontriez les choses et que vous expliquiez les choses. Moi, je me souviens de projets où au départ, on se disait, bon, ça rentre pas forcément totalement dans les clous, mais dans la mesure où on est cohérent, on est clair, on a des chiffres pour étayer ce qu'on annonce, on a des études qui prouvent que, à ce moment-là, effectivement, quand on est dans cette cohérence globale, voilà, pourquoi pas? Et donc, votre réponse vaut pour la question suivante. Est-ce que l'investissement sur de l'équipement, machine industrielle, est éligible également?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est justement le poste qui représente le plus gros bénéfice pour une société. Je prends un exemple simple, vous achetez une machine toute neuve, 100 euros, vous allez toucher 70 euros plus 25% des 100, donc 25% des 70. Donc vous voyez bien qu'à la fin, c'est très intéressant et vos clés d'amortissement elles se retrouvent derrière. Donc pour une entreprise, c'est vraiment un poste super intéressant. J'ai vu passer une question là, qui est une question d'ordre général. Je vais essayer d'y répondre en 20 secondes. J'ai du mal à comprendre la stratégie de l'EIC qui compte à la fois les FET et les FTI, TRL complètement à l'opposé. Une explication. Oui, j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Alors d'abord, l'EIC est une opération totalement pilote et dans le cadre du 9e PCRD, on verra ce qu'il y aura. Aujourd'hui, la Commission européenne est en train de tester un certain nombre de lignes de force. Alors, pour répondre précisément à la question, les FET, donc les Future Emerging Technologies, resteront totalement sous le pilotage de la DG Recherche. Ce qu'il y aura dans l'EIC, ça va être un coaching et un mentoring des PME qui participeront à ces programmes FET. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une centaine de PME notamment qui participent à ces programmes. Donc, ce n'est pas totalement une opposition. Même chose pour le Fast Track to Innovation. Il y aura des systèmes de coaching et de mentoring pour les PME qui participeront et puis bien sûr l'instrument PME. Voilà, mais on pourra se reparler. Je vois que le nom de la personne s'affiche et je connais cette personne, donc on peut se rappeler en privé, si je puis dire. On cède la parole. Oui, un compliment, votre présentation est très claire. Ensuite, prévoyez-vous de faire un webinaire sur instrument PME? Tout à fait, c'est prévu la semaine prochaine, mercredi 20 décembre à la même heure, de 10h à 11h. Les informations pour l'inscription se trouvent sur le site Horizon 2020 et sur le site de la SRC également. Et je rappelle qu'on a fait un webinaire il y a à peine 3 semaines, donc avec Fabienne Davran, et donc il y a déjà eu des présentations de diffusées. Alors, question qui suit, y a-t-il des projets FTI financés qui soient liés à l'économie sociale et solidaire? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne alors, question. Et je ne sais pas y répondre. Oui, mais c'est par des petits bouts en fait. Il y a l'économie sociale, il y a l'économie solidaire d'un autre, mais sur l'économie sociale et solidaire, telle qu'elle est constatée aujourd'hui ou telle qu'elle est imaginée, non à ma connaissance. Mais je suis très très prudent là-dessus et je ne le garantirai pas. Il faut que je regarde ça parce que j'ai vu du social, clairement, j'ai vu du solidaire, mais pas. Ça doit être 1 ou 2 projets, pas beaucoup plus. Parfait. Une question, que se passe-t-il en cas d'échec du projet? Par exemple, une mise à l'échelle non concluante. Doit-on rembourser? Remboursement. Alors, en fait, dans le cadre des programmes européens, vous avez ce qu'on appelle une obligation de moyens. C'est-à-dire que vous devez prouver à la Commission européenne que vous avez mis l'ensemble des moyens pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on vous a fixés. Il n'y a pas d'obligation de résultat en tant que tel, mais vraiment de moyens. Donc non, vous n'aurez pas à rembourser si toutefois, effectivement, il y avait un échec. Mais vous inquiétez pas, les projets sélectionnés sont des projets qui aboutissent généralement. Alors, une autre question liée au Brexit. Si la maison mère d'une PME française est à 100% au Royaume-Uni, y a-t-il un risque avec le Brexit à soumettre un dossier compte tenu du coût de préparation du dossier? Mais j'ai déjà répondu à cette question, il n'y a aucun risque, simplement, il vaut mieux éviter la coordination par rapport à l'échéance 2019. Mais il n'y a pas de risque en tant que tel. On ne peut pas se couper des partenariats anglais comme ça du jour au lendemain, c'est strictement impossible. Donc, à mon sens, il n'y a pas de risque. Les coûts de préparation, ils sont imputables à chaque équipe. Je vais me permettre de vous rappeler qu'il y a des financements français pour la préparation de projets européens, donc il faut aller là-dessus. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Alors, bonjour, merci beaucoup pour ce webinaire très complet. Y a-t-il beaucoup de clusters comme partenaires dans les consortia FTI 2015-2016? Recommanderiez-vous d'inclure des clusters, pôles de compétitivité dans les consortia? C'est une question qui est compliquée, qui mérite réflexion. J'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu 1 ou 2, mais je pense que c'était des fragments de clusters. Cluster non, pôle de compétitivité peut-être un peu plus, mais c'est quand même, c'est pas les mêmes finalités. Donc, je serais assez ennuyé pour répondre à cette question.
sur l'ensemble des sociétés que j'ai vues, j'ai pas vu vraiment beaucoup de ni de cluster ni de pôle de compétition. Alors, peut-être quand même, Pascal, pour compléter, ce qui est dit très clairement dans les règles de participation et dans les modalités d'octroi, c'est qu'effectivement, ce type d'acteurs, cluster, pôle de compétitivité, incubateur, investisseurs, associations d'industriels, enfin tout ce que vous voulez, club d'entrepreneurs, sont encouragés à participer, mais dans un but, en fait, de booster la commercialisation du nouveau produit, du nouveau service ou du nouveau procédé. Donc, je ne sais pas si votre question c'était cela, mais en tout cas, oui, bien sûr, ils sont encouragés, mais dans ce but très précis de diffusion le plus large possible des résultats. Y a-t-il des conflits entre financement FTI et d'autres financements publics de l'innovation au niveau de l'entreprise? Pas au niveau du projet, au niveau de l'entreprise, comme le CIR et l'État. On voit de plus en plus, il y a des audits qui vraiment commencent à être sérieux. Et il y a une règle d'or, à mon sens, hein, mais une fois de plus, chacun fait comme il le veut, c'est un projet, un financement, point barre. Et on ne mélange pas les financements. Si en plus ils sont publics avec des consolidations publiques, ça devient extrêmement dangereux. Il faut faire très attention à ça. Alors, je vais compléter la réponse. Si la question est tournée effectivement vers un couplage de différentes subventions, pourquoi pas, mais il faut être extrêmement bon en ingénierie financière. Je clôt cette partie-là. Si la question est tournée vers ce qu'on appelle la fiscalité, c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche, il n'y a évidemment aucune difficulté à pouvoir coupler une subvention et une aide à la fiscalité comme celle du crédit d'impôt recherche. Il faut juste que vous enleviez la subvention dans l'assiette de calcul de votre crédit d'impôt recherche. Mais comme je ne sais pas ce que la personne entend par financement, voilà, j'ai donné les deux réponses. Toujours est-il qu'il faut être plus que prudent sur cela et que ça mérite toute votre vigilance et votre attention en renforcer. On a bien dépassé déjà, je crois, là. On va, je pense, s'arrêter là. Il reste, Sauf si une dernière question. Il restait une question. Il restait une dernière question que je découvre en même temps que vous. Le projet ne peut excéder 24 mois. Les actions post-projet et prémises sur le marché sont-elles éligibles? Non. Non, enfin je veux dire tout ce qui se passe avant le projet et tout ce qui se passe après le projet, la réponse est clairement non. C'est niet, c'est tous les coûts encourus pendant le projet. Les seuls coûts qui sont éligibles après la fin du projet et seulement pendant 60 jours, c'est les frais du coordonnateur qui va rédiger le rapport final qui sera remis à la Commission européenne. C'est le seul coût. Eh bien, très bien, je vous propose de mettre un terme au webinaire avec cette question-là, avec les derniers remerciements et commentaires qui arrivent. Merci pour les remerciements, c'est toujours plaisant. Oui, merci beaucoup à tous de vos encouragements. Généralement, nos webinaires sont bien attendus. Donc, évidemment, Pascal et moi et l'ensemble du réseau PCN vous remercions infiniment, ainsi que Brice, de tous ces compliments, parce que, comme vous l'avez compris, c'est beaucoup de travail en amont. Donc, voilà, on est forcément content que ce travail trouve une utilité. Merci. Et Carole, n'oublie pas, Carole, d'annoncer la semaine prochaine sur l'instrument PME avec les nouveautés 2018. Oui, l'enregistrement est disponible, Brice. L'enregistrement de ce webinaire, on parle de ce webinaire-là? Oui. FTI? Oui. Alors, il sera disponible. Il a été enregistré et il devrait être mis en ligne, si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Oui. En tout cas, la présentation, elle, sera diffusée et on peut également, bien sûr, mettre l'enregistrement du webinaire à disposition, sans problème. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.